Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Deck, fondatrice de Lougage et vous écoutez Le Client. Chez Lougage, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises avec des solutions d'assistance client augmentées par l'usage, comme le prêt et la location. Alors, avec Le Client, je mets en lumière des personnalités et entreprises qui ont fait de leur priorité l'expérience client. Des discussions authentiques et inspirantes afin de partager des outils, initiatives et visions qui nous permettent d'étendre ensemble notre zone de confort. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elisabeth Courland. Elisabeth a un métier que peu d'entre nous connaissent, mais passionnant. Elle est Customer Success Manager. Ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire que si demain, vous êtes médecin et que vous vous inscrivez sur Doctolib, c'est Elisabeth qui va être en charge de vous aider à atteindre vos objectifs, donc à avoir plein de rendez-vous via la plateforme. Si encore une fois, vous êtes médecin, évidemment. Et donc, on a de la chance parce que Elisabeth fait partie du top 100 des Customer Success Managers et elle est la seule Française à avoir intégré ce classement. Aujourd'hui, je suis ravie de la recevoir sur ce podcast pour qu'elle nous explique son métier que moi-même, je ne connaissais pas. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Elisabeth Courland. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Tu vas bien ? Je vais très très bien. Et toi, comment vas-tu ? Bah écoute, ma foi, ça va plutôt pas mal. Alors, dis-moi, j'ai été un peu... En fait, on nous a mis en relation et quand j'ai regardé ton profil LinkedIn, donc j'ai vu ton post et donc tu es Customer Success Manager. Exactement. Et je suis plus précisément Digital Customer Success Manager dans une entreprise qui s'appelle Talentsoft. Ok, et du coup, parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément digitales. Tout à fait. Aujourd'hui, je pense que le rôle de Customer Success Manager est la famille de métiers qui a le plus de rôles possible. On trouve des onboarding managers, des renewal managers, des customer success managers high touch, des low touch et des digital customer success managers qu'on appelle également tech touch customer success manager, scale manager. Il y en a pour tous les goûts. Ouh là là, dis donc. Eh ben, écoute, on va commencer par essayer de définir ce que c'est parce que effectivement, il y a l'air d'y avoir plein de variantes possibles. Est-ce que tu peux me dire en quoi consiste ton métier, s'il te plaît ? Bien sûr. Alors, mon métier consiste à aider les clients, donc essentiellement dans l'environnement du SaaS, donc Software as a Service, à atteindre leurs objectifs, ce qu'on appelle dans le métier Desired Outcome, besoin intrinsèque. Je m'explique. Lorsqu'un compte va acheter un service, un logiciel, il va l'acheter pour un certain nombre d'années, on va dire 1 an. Le plus souvent, c'est 1 an. Une fois qu'il a acheté le produit, nous, notre objectif en tant qu'entreprise, c'est qu'il continue à acheter avec nous, voire qu'il achète plus. Mais pour ça, on a besoin en tant qu'entreprise de nous assurer que le client en a pour son argent, qu'il arrive à atteindre l'objectif qu'il s'est fixé à travers le produit. Et pour ça, le Customer Success Manager va l'accompagner en s'assurant qu'il est dans les rails. Donc ça va passer par de la formation, ça va passer par une définition des objectifs, des objectifs qu'il veut atteindre, parce que des fois le client ne sait pas trop ce qu'il veut atteindre. Ça va passer par une compréhension des différentes, de l'environnement du client et un accompagnement pas à pas. Ok, très clair. Et alors, en gros, aujourd'hui, donc c'est un métier récent. Aux États-Unis, je dirais que ça a 10 ans. Donc, t'imagines bien qu'en France, c'est encore bien plus jeune. Et avant, c'était quoi l'équivalent ? Ça n'existait pas du tout ou est-ce que c'est un mélange de métiers qu'on pouvait retrouver avant au sein des entreprises ? Je dirais que ce serait très prétentieux de dire que notre rôle n'existait pas avant. Je pense sincèrement qu'on n'a pas réinventé la roue, mais on a structuré des choses qui n'étaient pas prises en charge par d'autres équipes avant ou qui n'étaient pas vues comme prioritaires, alors que finalement, ce sont des choses importantes. L'accompagnement client, avant, était pris en charge par des commerciaux. C'est-à-dire, une fois que le prospect était devenu client, le commercial s'assurait de l'accompagner de temps en temps pour s'assurer qu'il était content. Or, être content et être successful, donc atteindre son objectif, ce sont des choses très différentes.
Avant, c'était le commercial donc qui s'en occupait. Et pour être tout à fait honnête avec toi, je ne sais pas si à l'époque il y avait des process, des structures, des choses mises en place, des choses carrées pour accompagner correctement et stratégiquement un client à atteindre son objectif. L'accompagnement client se faisait également et se fait encore un peu aujourd'hui via les équipes de support, donc qui l'accompagnent de manière réactive. Le client a un problème, on va lui apporter une réponse à un instant T. Et également des account managers, donc qui sont des commerciaux une fois que le prospect est devenu client. Leur objectif principal est de vendre de nouveaux services, donc upsell, cross-sell, pourquoi pas renouvellement. Mais encore une fois, l'objectif de ces personnes n'est pas la satisfaction, c'est la vente de nouveaux services. L'objectif en tant que Customer Success Manager, c'est que le client soit happy et soit successful. Et alors du coup, ça veut dire que maintenant le client, il a plus d'interlocuteurs pour l'accompagner au cours de son expérience quand il a contractualisé, par exemple, pour son logiciel. Donc ça fait plusieurs coûts, plusieurs salaires à payer pour l'entreprise, la société qui vend les logiciels. Est-ce que financièrement, on s'y retrouve? C'est une bonne question. Non pas que les autres questions n'étaient pas bonnes. Oui, l'entreprise s'y retrouve parce que on sait qu'en règle générale, ça coûte beaucoup moins cher de conserver des clients existants que d'en acquérir de nouveaux. Ça coûte 10 à 15 fois moins cher. J'ai pas les chiffres exacts, je suis pas sûre de ces chiffres, mais je peux t'assurer que conserver un nouveau client en l'accompagnant et en s'assurant qu'il renouvelle d'année en année coûte moins cher à l'entreprise que d'en gagner des nouveaux. Par contre, en plus de ça, tu abordes un sujet qui est pertinent. Le client se retrouve avec plusieurs interlocuteurs. Et ça, c'est effectivement un gros challenge qu'on a en tant que Customer Success Manager et même en tant qu'entreprise. Comment on s'assure que le client a tout ce dont il a besoin, mais surtout que le fait de lui rajouter de plus en plus d'interlocuteurs spécialisés n'est pas pour conséquence une expérience avec le produit, ce qu'on appelle donc une customer journey, avec de plus en plus de friction, à savoir le client qui ne sait plus où donner de la tête, parce qu'il ne sait plus à qui s'adresser. Ouais, clairement, tu vois, moi, mon premier réflexe, je pense, je mettrais tout le monde dans la boucle, en fait. Si j'avais une question à poser, du coup, il faudrait que j'ai bien identifié les périmètres de chacun, et si c'est pas le cas, je me dis, je vais mettre tout le monde dans la boucle, et puis il répondra qui est éligible à répondre à ma question, tu vois. C'est exactement ça. Et supposons maintenant que les équipes en interne ne soient pas alignées et qu'il n'y ait pas de mise en place de RACI. Donc RACI, c'est la définition, c'est en gros la division des rôles stratégiques, qui est responsable, qui est accountable, qui est consulté et qui est informé. Donc à un moment spécifique de l'expérience du client, qui s'occupe de quoi. Le risque, si on ne met pas ça en place, c'est que le client reçoive 4 réponses différentes de 4 interlocuteurs différents, que les réponses, avec un peu de chance, soient les mêmes, mais dans le pire des cas, soient complètement différentes. Le client ne sait plus où donner de la tête. Donc non seulement il se dit qu'il n'a pas une expérience avec l'entreprise, mais qu'on n'est pas capable de se parler entre nous, et surtout, il ne sait pas où chercher l'info. Donc c'est un sujet en soi. Oui, clairement. Et comment est-ce que tu mesures la satisfaction de tes clients ? On a plusieurs indicateurs. Déjà, lorsqu'on parle de satisfaction client, on a besoin de savoir est-ce que c'est une satisfaction au global ou est-ce que c'est une satisfaction à un instant donné. Donc, est-ce que c'est la satisfaction avec l'entreprise ? Est-ce que c'est la satisfaction quand on parle d'implémentation du produit, de suivi au moment du renouvellement, lors d'une insatisfaction, ce genre de choses. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la manière effectivement dont on va calculer cette satisfaction. On a plusieurs éléments à disposition, les données directes et les données indirectes. Les données directes, c'est effectivement demander au client, et quand on parle du client, alors là, est-ce qu'on parle à la personne qui a acheté le contrat, à la personne qui va implémenter l'outil, à la personne qui va utiliser l'outil sur une base quotidienne, parce que les usages sont complètement différents et du coup, la satisfaction et l'expérience sont différentes. Mais du coup, on va utiliser plusieurs données, soit directes, comme je te disais, des questionnaires, des enquêtes CSAT, donc Customer Satisfaction, CES, Customer Effort Score. On va lancer des études NPS. Donc ça, c'est des outils directs qu'on a à notre disposition, qui sont pas forcément gérés par les équipes de Customer Success Management, mais le Customer Success Manager doit absolument avoir accès à ces informations pour pouvoir prendre des actions qui suivent. Si le client n'est pas content et qu'il le dit dans un NPS,
il faut absolument lui apporter une réponse à un instant donné et ensuite évidemment optimiser les process. Donc ça, c'est le premier outil. Le second outil qui nous permet, enfin la seconde partie de l'analyse, ça va être la donnée indirecte. Et pour ça, on va utiliser les données d'usage du produit. Donc, est-ce qu'il utilise bien l'outil? Est-ce qu'il utilise l'outil comme on veut qu'il l'utilise? Est-ce qu'il fait des tickets auprès de notre équipe du support? Souvent, est-ce que ces réponses sont répondues, etc., etc. Donc, c'est toutes les données qu'on va consolider de la part du client, où il va pas nous dire concrètement je suis satisfait, je ne suis pas satisfait, je suis content, je suis mécontent, mais plutôt analyser sa relation à son produit et surtout sa stickiness au produit. Donc, est-ce que le produit fait partie de sa vie quotidienne? Et donc, concrètement, alors, ça veut dire que tu as plusieurs clients à analyser, en fait? Tout à fait. On a plusieurs comptes. Donc, ça, c'est un délire en soi. Non, mais ça a l'air d'être une usine à gaz, l'histoire, quand même. C'est évident que c'est une usine à gaz parce qu'on a vraiment besoin de nous assurer que le client va là où on veut qu'il aille. Mais l'important, c'est de suivre une méthodologie simple. Par quoi on veut commencer? Commencer par un tronc commun, un tronc hyper simple. Peut-être ne s'adresser qu'au compte en premier. Et ensuite, une fois qu'on a une analyse du compte en règle générale, aller voir la personne qui va être la plus pertinente en tant que Customer Success Manager. Alors, parmi les produits, enfin, selon le produit, ça va différer, mais ce qu'il s'agit effectivement de la personne qui a signé, de la personne qui va implémenter, etc. Au-delà de ça, parce que sinon ça serait pas drôle, on a d'autres segmentations à prendre en compte. Et cette segmentation va être, est-ce qu'il paye assez pour qu'on ait une interaction en direct avec lui, donc one-to-one, ce qu'on appelle high touch? Est-ce que on le met en fonction de différents critères dans une segmentation plus digitale? Et donc là, on parle de mon métier actuel qui est Digital Customer Success Manager, où on va interagir digitalement avec lui. Est-ce qu'on va s'adresser à lui différemment en fonction de son industrie, en fonction de sa maturité au produit, etc., etc. Certes, c'est complexe, mais l'objectif est très pertinent. C'est comment on s'adresse à une personne à un instant donné. Tu vois, par exemple, nous deux, aujourd'hui, on se tutoie, mais on se tutoie parce que avant on s'est vouvoyé, qu'on s'est donné l'autorisation de se tutoyer, parce qu'on a senti en termes de relationnel que on pouvait avoir ce niveau de discussion, etc., etc. Finalement, comme je te disais, on ne réinvente pas la roue, mais on structure et on processe ce qui finalement est évident dans un rapport humain. Ouais, mais ça doit être hyper difficile de tout décortiquer quand même. Alors, on travaille pas seul, mais effectivement, c'est marrant. Franchement, c'est marrant. Moi, j'aime bien. Bah, écoute, tant mieux, vu que c'est quand même ton job. Donc... Et alors, en gros, maintenant, tu t'occupes de communauté d'utilisateurs. Donc, c'est le low touch, c'est ça? Exactement. J'ai été Customer Success Manager pendant 5 ans, high touch. Donc, je m'occupais des clients one-to-one. Je parlais aux individus, aux humains. Et depuis bientôt 1 an, je suis rentrée chez Talentsoft, qui est un logiciel pour les ressources humaines. Et mon travail, c'est de créer des communications à destination des clients, mais je vais m'adresser à des populations et non plus à des individus. Ok. Et alors, du coup, au-delà de cette définition qui est différente, concrètement sur le terrain, comment est-ce que tu te comportes et c'est quoi les différences? Comment je me comporte, c'est-à-dire comment je travaille? Ouais. D'accord. Je vais analyser ce qui existe pour le segment high touch. Aujourd'hui, si on parlait en direct à un client, si on lui parlait de manière humaine, comment on lui parlerait? Quelles sont les interactions humaines que n'importe quel client a avec mon entreprise au quotidien? Est-ce qu'il y a des frictions qui existent? Est-ce que les frictions sont adressées? Est-ce qu'elles sont en cours de satisfaction? Est-ce qu'on s'est dit, aujourd'hui, il y a des frictions et on ne peut pas les résoudre? Une fois que j'ai analysé l'expérience, donc ce qu'on appelle la journée du client, les différentes étapes à travers lesquelles il passe pour vivre sa vie avec nous, quelles sont les communications que je dois lui adresser? Quelles sont les communications qu'on lui adresse humainement et comment moi je peux lui adresser via un email. Il faut également que je m'appuie sur le channel de communication que je vais adopter. En tant que client digital, est-ce que mon client va plus lire des emails? Est-ce qu'il va plus lire des messages sur la communauté? Donc, puisqu'on a la chance d'avoir une communauté utilisateur.
Est-ce que je vais m'adresser à lui via des webinaires, donc on va adresser une population à un instant donné. Et donc en fait, c'est une analyse très profonde des tendances. Donc c'est un terrain de jeu qui est complètement différent, mais qui reste très intéressant. Et par rapport à ça, donc on va mettre des actions de suivi en place. L'idée, mais de toute façon, c'est la même chose qu'on soit high touch ou low touch, c'est de nous assurer qu'à chaque interaction proactive qu'on a avec l'utilisateur, quel qu'il soit ou avec le compte, on fournisse de la valeur ajoutée. Donc déjà, mon travail, ça va être de dire, OK, produit, tu veux communiquer ça au client. Est-ce que ça a une valeur ajoutée? Est-ce que tu montres la valeur ajoutée? Qu'est-ce que le client doit faire? Qu'est-ce que tu attends que le client fasse quand il reçoit ta communication? Et comment tu es capable de mesurer ce qu'il va faire? Et finalement, une fois qu'on a mis en place cette stratégie, cette réflexion, cette manière de penser, on l'applique à chaque communication. On l'applique à chaque échange proactif qu'on va avoir avec le client. Je ne sais pas si je suis très claire, dis-moi. Alors, quand tu dis chaque communication, en fait, c'est parce que vous vous adaptez au client. Tu peux très bien envoyer donc des emails, organiser des webinaires, mais tu peux aussi les appeler. Alors oui, évidemment, on peut les appeler. C'est pas l'idée du Tech Touch. L'idée du Tech Touch, c'est d'adresser des masses en digital au maximum. Mais par exemple, un exemple que je vis et qui est pertinent en ce moment, c'est on a mis en place une campagne de NPS, ou plus particulièrement en fait une campagne d'études. Où concrètement, j'ai demandé aux utilisateurs, à tous les utilisateurs du compte, est-ce que vous êtes satisfait de la solution Talentsoft? Une question très simple, notée, pas du tout, oui, tout à fait. Quand tu dis du compte, c'est de l'entreprise. De l'entreprise, oui, pardon. Ok. L'entreprise cliente, c'est le compte. Les individus, donc chaque personne qui va être dans ce compte, sachant que chaque personne va avoir un usage différent et une influence différente. Ok, et le Customer Success Manager gère plusieurs comptes. Tout à fait. Tout à fait. En règle générale, un CSM, du coup, c'est Customer Success Manager. Donc un CSM va gérer entre 20, il peut gérer 5, 20, 50 comptes. Donc ça va être un CSM high touch. Moi, j'en gère plusieurs centaines en digital. Mais au final, l'enjeu reste le même. Il s'agit de comprendre des tendances. Et donc, par rapport aux études que j'ai fait parvenir, aux questionnaires que j'ai fait parvenir à mes utilisateurs, je leur donne l'occasion d'interagir avec moi, de me dire concrètement tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Évidemment, lorsque on reçoit en tant que client un questionnaire qui nous dise comment tu vas et que je dis sur le questionnaire je te dis franchement je ne vais pas bien, il est très malvenu de revenir vers le client par un email, surtout s'il dit qu'il est frustré. Et dans ce cas-là, on va juger à quel moment il faut interagir avec lui en direct, l'appeler, mettre en place un point téléphonique, voire même le rencontrer. L'objectif de ces communications, qu'elles soient proactives, réactives, en tous les cas, dès qu'on a la chance de parler à un client, c'est de mettre en place les moyens à disposition et les moyens qui sont pertinents pour répondre à son besoin à un instant T et surtout voir comment on peut améliorer la journée de ceux qui lui ressemblent. Et du coup, des fois, vous avez des surprises, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait beaucoup de tickets, par exemple, ça veut dire quoi sur son comportement? Ça peut tout et rien dire. Alors évidemment, cette réponse ne sert à rien, j'en conviens. Je vais développer. Quelqu'un qui crée beaucoup de tickets, ça peut vouloir dire qu'il ne va pas bien. Ceci dit, supposons qu'il ne va pas bien et qu'il ne crée pas de tickets, c'est encore pire. Oui, parce que tu peux avoir ceux qui ne disent rien, qui n'interagissent jamais, et où Exactement. là, du coup, le problème est peut-être encore plus profond. Tout à fait. Et qui ne te disent même pas dans les études, je ne vais pas bien. Ils prennent même plus la peine de te répondre. Donc, quelqu'un qui poste énormément de tickets auprès du support quand il est en phase d'implémentation de la solution, c'est pas une mauvaise nouvelle, ça veut dire qu'il est intéressé. Peut-être par contre qu'il va être nécessaire de mettre en place un point téléphonique avec lui et de lui mettre en place une communication ou une documentation qui va lui permettre d'être, plus autonome et plus indépendant sur la plateforme. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Quelqu'un qui crée énormément de tickets à l'approche d'un renouvellement, là, on peut se poser différentes questions. On peut se dire,
ok, il poste énormément de tickets. Est-ce que c'est parce qu'il essaye de mettre en place quelque chose qu'il ne faisait pas avant sur le produit et du coup il cherche à grandir avec nous, du coup c'est bon signe, ou est-ce qu'il fait des tickets parce qu'il a toujours pas réussi à atteindre son premier objectif? Ouais. Pour valider la demande et pour valider qu'on vise bien dans le mille, hein, très concrètement, c'est toujours intéressant de finaliser chaque interaction de support avec une étude donc que tu connais de personne, hein, soit une Customer Satisfaction, soit une étude donc Customer Effort Score, pour concrètement demander au client est-ce qu'on a apporté une réponse à votre question, est-ce que vous êtes content, est-ce que vous pouvez avancer. Et si le client nous dit qu'il ne peut pas avancer, on va mettre en place d'autres documentations, d'autres communications pour dire ok, vous pouvez pas avancer, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est alors parce que du coup chez Talentsoft, tu dois t'engager pour plusieurs années sur la solution. Imagine un Shopify où du coup en fait tu peux interrompre à n'importe quel moment. Mm-hmm. Comment tu fais pour détecter qu'en fait ton client peut-être qu'il va churner quoi? Mm-hmm. C'est un point intéressant parce qu'effectivement aujourd'hui chez Talentsoft les contrats se font pour plusieurs années, mais dans mes précédentes expériences les produits se faisaient au mois, les produits se faisaient à l'année, donc ça pouvait varier. Là, la considération et la communication auprès du client va être différente. Si on sait que chaque mois, l'utilisateur ou le compte, on va parler de compte plutôt, donc le compte client risque de nous laisser tomber, notre enjeu en tant que Customer Success Manager va être de dire comment je peux lui donner de la valeur ajoutée le plus rapidement possible. Là, on va utiliser des notions d'onboarding, donc d'implémentation, d'accompagnement, qui se font au tout début de la journée, à savoir atteindre le desired outcome, faire découvrir le aha moment. Le aha moment, c'est le moment où le client réalise la valeur du produit, où il va se dire « Oh mon Dieu, Shopify, c'est génial !» ce genre de choses, où c'est un sentiment qui est très subjectif, mais où il sait qu'il est loqué, où on sait qu'il adore le produit et que même s'il a encore des complications à aller plus loin, il va quand même essayer parce qu'il adore. Et notre enjeu, ça va être également de diminuer le time to value, c'est-à-dire par exemple sur Shopify, j'achète Shopify en tant que client parce que je veux faire 10 000 euros de vente. Mon premier objectif, ça va être de dire, en tant que CSM, en tant que Customer Success Manager, tu vas pas pouvoir en un mois atteindre 10 000 euros. C'est notamment une tâche du Customer Success Manager, c'est ne pas vendre du rêve, lui dire concrètement ce qu'il peut faire et ce qu'il doit faire pour atteindre son objectif. Donc, on va lui dire, tu vas pas atteindre 10 000 euros tout de suite. Par contre, si tu fais ce que je te dis, d'ici un mois, t'auras fait 5 commandes. Ouais, c'est pour ça qu'il te met les trucs à checker en fait dans ton back office. Il dit c'est bien, c'est comme sur LinkedIn, tu as mis à jour ta photo de profil, check, tu as rempli des informations sur tes expériences précédentes, check, manque plus que tu adhères à des groupes, etc. Il te fait passer des étapes. Exactement. Finalement, c'est toujours un petit peu je sais pas quoi, j'ai pas l'expression en tête, mais la carotte quoi. La carotte, comment aller plus loin, il ne manque plus que ça. C'est très important pour le client qui ne sait concrètement pas où on veut l'emmener, de lui dire allez, t'as presque fini. Courage. C'est vachement proche de la psychologie quand même. Enfin, tu vois, d'analyser les comportements des gens et t'as tellement de variantes possibles, ça doit être ultra challengeant. Mais c'est passionnant aussi. Après, c'est très proche. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'en France, on n'a pas encore conscience de ça, mais c'est très proche de l'expérience utilisateur. Et avec ton entreprise, tu le sais mieux que personne. Alors, selon toi, c'est quoi la différence avec l'expérience utilisateur? L'expérience utilisateur, ça va être les études dont je t'ai parlé. Customer Effort Score, Customer Satisfaction, et concrètement s'assurer que c'est facile pour le client, qu'on lui rend la vie plus simple. Customer Success, ça va être un accompagnement proactif, ça va être des choses très humaines. Le Customer Success Manager ne va jamais toucher au produit. Par contre, il peut dire au au marketing ou à l'équipe de Customer Experience, vous savez, c'est compliqué pour le client d'arriver à cet objectif-là. Il me l'a dit. Du coup, Customer Experience, s'il vous plaît, rajoutez une pop-up ou envoyez quelque chose, faites quelque chose pour que ce soit plus facile d'atteindre cet objectif-là. Le Customer Success va s'assurer que
quoi qu'il arrive, le client atteigne son objectif, que le produit soit complexe ou pas complexe. Le département Customer Experience, pour moi, va s'assurer que les frustrations du client sont prises en compte et implémentées pour que ça n'arrive plus. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, alors après, du coup, ça veut dire qu'en fait, tu reboucles, enfin, et c'est hyper important en même temps dans ta démarche, c'est que tu concentres un maximum de feedback et tu reboucles avec les autres entités de l'entreprise pour faire en sorte que ça s'améliore. Tout à fait. Mais tu as ce challenge auprès de l'équipe Customer Experience, mais si on réfléchit bien, auprès de l'ensemble des autres départements. Aujourd'hui, le Customer Success Manager est supposé être l'interlocuteur du confiance du client. Ça veut dire que si le client dit au CSM un jour « j'ai un problème avec le support », c'est le boulot du CSM d'aller voir le support et de lui dire « il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait ?» Même chose au niveau de la détection des opportunités de croissance. C'est au CSM d'aller voir le commercial si le CSM n'est pas en charge de la clôture des opportunités de croissance pour dire voilà ce qui se passe, voilà le contexte, voilà pourquoi je pense qu'il y a une opportunité et voilà toutes les billes que je peux te donner à disposition. Parce que le plus important dans l'entreprise, c'est absolument pas le CSM, pas le sales, pas le produit, pas le support, c'est le client. Donc ce dont on a besoin, ce dont on doit s'assurer, c'est que les remarques du client soient prises en compte, qu'on évite de lui faire répéter 10 000 fois la même chose. Il faut qu'il ait vraiment le sentiment qu'il vit une expérience sans friction et surtout d'utiliser toutes les feedbacks que le client a la générosité de nous donner pour que ça n'arrive plus au prochain. Franchement, chapeau, parce que c'est ultra. Enfin, en fait, t'es la confidente des clients. Écoute, on peut dire ça. Non, mais c'est vrai. Ouais, je pense que c'est un boulot de confident. Mais si on réfléchit bien, avant que le CSM existe, le sales avait cette fonction-là. Mais il passait pas assez de temps de le faire parce que son objectif, c'est pas que le client soit satisfait et on ne peut pas le blâmer. Son objectif, c'est de booker des nouveaux deals. Au final, on a simplement mis en place une personne qui effectivement va être le confident. Et j'irai même plus loin. Le CSM est l'avocat de l'entreprise auprès du client et l'avocat du client auprès de l'entreprise. Je peux te la refaire. Non, mais tu es un médiateur, une médiatrice en l'occurrence. Arrête de me lancer des fleurs, ça me gêne. Non, mais attends, franchement, ça doit pas être facile parce qu'en même temps, tu dois quand même avoir des comptes, du coup, un peu pénibles, quoi, des fois. Oui, mais alors je te dirais que c'est tellement plus simple depuis que je suis Digital Customer Success Manager parce que lorsqu'il y a un problème, bon alors effectivement le problème c'est, déjà faut le résoudre, mais ça arrivera à n'importe qui. Mais c'est tellement plus simple parce que je peux le résoudre à grande échelle. En tant que Digital Customer Success Manager, aujourd'hui, j'ai l'opportunité de me dire, je sais que ce problème-là va arriver auprès de ce client. Du coup, je vais dire au prochain client, attention, il y a ça qui va se passer. Et les clients sont beaucoup plus cool quand on leur dit, il y a un caillou, attention, il y a un caillou, que, vous êtes tombé sur un caillou, tant pis. Ils vont jamais nous reprocher le fait qu'il y a un caillou, ils vont nous reprocher le fait de ne pas leur avoir dit. Mais c'est fou parce que on parle du coup de proactivité, c'est vraiment ça. Ouais. Et il y a plein d'entreprises qui n'ont pas encore passé cette étape-là, alors qu'en fait, ça permet de désamorcer tellement de choses avec le client que, et puis en plus, c'est du bon sens, tu vois, entre nous. Si je te dis, dans quel resto tu veux aller, etc. Ah oui, mais attention, celui-ci ceci, celui-ci cela. Je sais que tu as un régime spécial. Je vais te le dire entre nous. Ouais, et pourquoi on fait pas la même chose avec nos clients? J'ai vu une étude, je crois que c'était ce matin, comme quoi les entreprises n'écoutaient aujourd'hui que 4% des clients insatisfaits. C'est fou. Les clients te disent je ne vais pas bien et l'entreprise ne les écoute pas. L'autre challenge par contre, c'est que suppose que tu as dit que tu avais des allergies à quelqu'un de mon entreprise. Il te dit ok, tu as des allergies, je ne t'emmènerai jamais dans un restaurant où tu as des allergies. Après, la relation passe de toi avec mon collègue à toi à moi. Si mon collègue ne me dit pas que tu as des allergies, je risque de refaire la même erreur. Alors certes, tu vas me dire j'ai des allergies, mais ça va être hyper frustrant de devoir me dire quelque chose que tu as déjà répété à quelqu'un. Un autre enjeu qui est essentiel,
et là pour le coup on va parler, c'est pas le boulot du CSM, mais ça va fortement l'impacter, c'est la cohérence de la data. Comment on s'assure que l'information collectée en termes de customer experience ou plus simplement tout ce qui concerne le client par rapport à son usage dans le produit, par rapport à ce qu'il t'a dit en direct, par rapport aux frustrations qu'il a pu avoir à un moment ou à un autre, comment s'assurer que c'est diffusé auprès de l'ensemble de l'équipe? Comment on s'assure que tout le monde est à jour? Mais en même temps, est-ce que tu peux prendre pour parole d'évangile ce que un client va te dire? C'est-à-dire que effectivement, bon, alors c'est juste dramatique si les entreprises n'écoutent que 4% de leurs clients, mais est-ce qu'on doit écouter tous nos clients? Est-ce qu'il y en a pas un peu qui tirent sur la corde et tu dis de toute façon ceux-là à la limite j'en veux pas? C'est très border ce que je te dis, non, mais t'as tout à fait raison. Mais là, du coup, on va parler de stratégie Customer Success Management. Où alors idéalement, avant que le Customer Success Management ne commence à être implémenté, on va se poser avec les commerciaux, on va se poser avec les équipes de Customer Facing et on va définir ce qu'est un Ideal Customer Profile. Quel client on ne veut pas? Tu peux pas, on sait par exemple qu'on ne peut pas faire bien son boulot en tant que CSM si on est chez Shopify, pour reprendre ton exemple, avec quelqu'un qui n'a pas de boutique en ligne, qui n'a pas de produit à vendre. On peut pas, c'est pas possible, on n'a pas le matériel. Donc ça va être la définition de l'Ideal Customer Profile. tu vois, moi, par exemple, alors moi quand j'ai lancé la boîte, au début on était sur Shopify, mais parce qu'on avait une boutique concrètement quand je faisais encore du B2C. Et après quand on a commencé à faire du B2B, ben moi je connaissais pas WordPress et on devait se lancer rapidement. Je dis je vais bidouiller un truc sur Shopify et en gros toutes mes transactions, toutes les commandes que je pouvais faire, en fait elles étaient à 0 € parce que moi je facturais le B. Et c'était le C qui passait commande via Shopify. Donc en fait, Shopify, il devait détester les comptes comme le mien parce qu'en gros, il y avait aucune transaction qui passait. Je payais mon abonnement mensuel, mais il prenait pas le fees sur la transaction monétaire qu'il y avait à la fin parce que toutes mes commandes, elles étaient à 0 € et moi à la fin, je faisais ma facture et puis j'envoyais ça par un autre canal à mon client B, quoi. C'est donc toi qu'on déteste. Donc en fait, je fais partie de ce profil concrètement chez Shopify. Alors, je te dirais que non. Oui et non. Oui, parce que t'es pas le client idéal parce que tu ne génères pas de profit sur le site. Tu fais quand même partie de la base client qui utilise le produit parce que tu as des trucs à vendre. C'est pas comme si, tu vois, Doctolib peut pas implémenter son service Doctolib sur Shopify. Il n'y a pas de transaction qui est faite. Tu vois, oui. c'est à voir à quel degré on se dit non, ce client je peux pas bosser avec. Par contre, tu vois, les clients dont tu me parlais, les clients qui crient très très fort, oui, c'est très très compliqué de les prendre en main. C'est très compliqué finalement de faire bouclier parce qu'ils nous crient dessus, on n'a rien fait, on est juste là pour les aider et on se retrouve à se faire hurler dessus. Maintenant, il y a forcément une route cause à comprendre. Je suis désolée, je fais des anglicismes. Je sais que beaucoup de personnes me détesteront et je m'excuse, je n'ai pas le mot en anglais, en français et dès que je le trouve, je vous le dis. Route cause, la cause, enfin voilà, la cause profonde. Oui. La cause profonde du problème, une fois qu'on l'a mise en place, une fois qu'on l'a résolu, c'est OK. Un client mécontent est jamais mécontent pour rien, tout du moins j'espère. Maintenant, il y a d'autres problèmes. En tant que Customer Success Manager, quand un client crie très fort, on a tendance à dire on va s'occuper de lui en premier. C'est hyper important de mettre en place des outils de priorisation pour analyser qui a vraiment besoin d'aide en urgence. Parce que dans un monde de bisounours, le Customer Success Manager est uniquement proactif. En vrai, il est souvent réactif. Il doit souvent faire face à des clients qui savent pas à qui s'adresser, qui savent pas comment utiliser le produit, et il va avoir un rôle hyper opérationnel quand il devrait être stratégique. Donc, quand un client crie très fort, on regarde les autres clients qui nous demandent de l'aide, on regarde qui on peut aider humainement, qui on peut aider digitalement, à savoir quelle communication on peut envoyer, quelle valeur ajoutée on peut leur proposer, comment on peut résoudre leurs problèmes sans forcément interagir en vrai avec eux. Et évidemment, on suit les actions. Mais c'est toujours un travail de structuration. Quand quelqu'un crie très fort, est-ce que je veux lui répondre parce qu'il crie très fort? Enfin, lui répondre, oui, c'est sûr. En premier, oui, mais en tout cas... tout à fait.
Ouais, et dans un épisode précédent avec Ulysse, du coup, qui vend des billets d'avion en ligne, eux, ils classent les tickets par date de départ du client. C'est Pour du coup ne top. traiter en premier que ceux qui vont partir cet après-midi, ce soir, demain, quoi. Exactement. Et qu'effectivement, c'est pas forcément celui qui va crier le plus fort. Par contre, c'est hyper important de donner de la transparence et de la visibilité aux clients. Attention, on traite d'autres réponses d'abord parce qu'ils partent avant vous, mais on vous a pas oublié. Et pourquoi pas mettre en place un SLA respecter, pitié. Yes. Et alors, attends, j'avais une question. Concrètement, vu que tu es un peu la confidente de ces comptes, comment est-ce que tu arrives à mettre le curseur au bon endroit entre, voilà, je communique avec lui, mais je suis pas non plus ultra intrusif, quoi. Je suis pas ta meilleure pote, je vais pas t'envoyer des SMS le soir. Ah ouais, je vois. C'est hyper intéressant. En fait, ça va se faire au tout début de la relation. Ça va se faire au début de la relation où on va lui dire, OK, voilà qui je suis. En plus, les gens savent absolument pas ce que c'est qu'un Customer Success Manager. Ça veut dire que dès qu'on rentre en contact avec eux, on doit leur expliquer ce qu'on fait versus ce qu'on ne fait pas. OK, donc je suis votre Customer Success Manager. Je suis là pour vous accompagner et m'assurer que vous atteignez vos objectifs. On prend l'exemple de Doctolib. En tant que CSM, mon boulot, c'est de m'assurer que vous avez un maximum de rendez-vous, monsieur le docteur. La première fois, le client va dire j'arrive pas à me connecter, j'arrive pas à faire ça. Ok. Donc en tant que CSM, je vais communiquer au support le ticket pour m'assurer, tu vois, que le client voit pas 4 emails à des personnes d'une même entreprise. Encore une fois, on s'assure que son expérience est sans friction, qu'il a une expérience la plus simple possible. Et je dis au client, ok, j'ai bien transmis votre demande au support, ils vont s'en occuper. Prochaine fois, revenez vers eux directement. Et on va l'engager sur des demandes beaucoup plus stratégiques. Vous savez, aujourd'hui, j'ai vu que cette semaine, vous aviez booké 5 rendez-vous. Si vous changiez votre photo de profil, vous savez que vous bookeriez 5 fois plus de rendez-vous. Voilà une documentation, comment faire. Donc, c'est à nous d'aider proactivement, évidemment, de pas dire ah bah non, ça c'est pas moi, c'est l'autre, mais c'est à nous de prouver notre valeur au client. Ouais, clairement. Et mais ça veut dire que les tickets transitent par toi ? Souvent, ils transitent par moi. Maintenant, c'est hyper important qu'ils ne soient pas traités par moi. Que le client comprenne que je fais uniquement passe-plat. Et souvent, je le dis. Je leur dis, écoutez, avec plaisir, je vous aide autant que vous avez besoin. Je transmets vos tickets si besoin, mais je ne suis pas la meilleure personne pour vous répondre. Et au final, ils prennent le pli. Et je redonne les informations, je redonne tous les liens qu'il faut. L'important, alors c'est un motto un peu stupide, mais je me dis que sur chaque communication, il faut que ce soit suffisamment clair pour que ma grand-mère comprenne. Alors non pas que ma grand-mère ne comprenne rien, mais il faut que ce soit simple, quoi. C'est clair. Et alors, est-ce que tu es incentivée pour que ta grand-mère soit contente et comprenne tes communications ? Alors aujourd'hui, je ne suis pas incentivée. Je suis en tout cas pas sur ces métriques-là, mais effectivement, ça devrait être un de mes objectifs. Aujourd'hui, il faut qu'on redéfinisse les éléments qui font que moi, CSM, je fais bien mon boulot. Beaucoup d'entreprises, alors le bonus, le variable des CSM peut être très variable d'une boîte à une autre, notamment parce qu'aujourd'hui, les entreprises ne savent pas ce que c'est qu'un Customer Success Manager. Donc, des fois, on va leur demander de faire un boulot de support. Et donc, ils vont être incentivés sur la first time resolution, en fait, la première fois qu'ils reviennent vers le client. D'autres vont être incentivés sur au pourcentage des renouvellements upsell ou cross-sell qu'ils font avec le client. Donc, ça dépend énormément d'une boîte à l'autre. Ce qui est important quand on parle de variables, de définition de variables, c'est de se mettre d'accord avec l'employeur pourquoi il a besoin d'un Customer Success Manager. Est-ce que c'est pour faire du support? Est-ce que c'est pour faire de la vente? Est-ce que c'est pour driver de la satisfaction? En fait, c'est pour ça, c'est hyper vaste. En fait, on peut te demander un peu tout et n'importe quoi dans la limite du raisonnable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les CSM, pour être tout à fait transparente, on leur demande tout et n'importe quoi. Mais c'est intéressant d'essayer de le faire et de dire, écoute, à son manager, à un moment, je comprends, mais en me demandant de faire tout, je fais tout mal. Mais c'est toujours prouvé expliqué par la preuve. Il faut faire les choses, il faut montrer qu'on est capable de mettre en place des choses,
mais qu'on pourrait les faire mieux si on était spécifique ou spécialisé sur quelque chose. Et au final, c'est pareil pour les boîtes. Au final, je suppose que quand tu as créé ta boîte, tu étais toute seule. Quand tu as vu la valeur, tu as pu engager des personnes plus spécialisées, d'autres personnes pour t'accompagner, etc. Oui, tout à fait. Mais après, c'est où est-ce que tu mets le curseur et effectivement, il faut aussi que l'équipe te dise, bah là, c'est trop en termes de charge de travail et si tu m'enlevais tel et tel dossier, ça me permettrait de faire beaucoup mieux telle et telle autre tâche, quoi, que j'ai aussi dans mon périmètre de base. Tout à fait. Après, le problème, dans n'importe quelle entreprise, alors je sais pas si c'est juste la France, mais c'est qu'on a tendance à parler, je sais pas si c'est nos origines latines, mais on a tendance à dire j'y arrive pas, mais sans prouver quoi que ce soit, sans donner de chiffres, sans donner de tendance, sans parler de temps, sans donner de mesures. Donc j'y arrive pas, ça sert pas à grand chose. Toujours appuyer ses dires par de la mesure pour montrer clairement que c'est pas possible. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais bon. Ouais, c'est ça. Mais si tu demandes aux gens de te dire combien de temps t'as passé sur tel dossier, tel dossier, tel dossier, tel dossier, moi je sais qu'à un moment, quand j'étais encore salariée, on avait voulu me faire ça. Et en fait, tu dis non, mais déjà, je vais passer 1 heure à remplir ton tableau, donc c'est 1 heure sur laquelle je pourrais pas bosser, machin. Mais je comprends, je comprends l'objectif pleinement. Tu sais, pour les nouvelles personnes, les personnes qui rentrent sur le marché du travail, je pense que c'est important de parler de cette mesure, cette notion de mesure, et expliquer qu'il s'agit pas de micromanagement, parce que c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir comprendre où est-ce que ils peuvent pas, où est-ce qu'ils peuvent plus, pour pouvoir les aider. Après, les données sont toujours bien ou mal utilisées, et surtout, on fait dire aux données ce qu'on veut. Mais la définition de ces données passe par la phase d'embauche, en fait, du Customer Success Manager. Concrètement, t'attends quoi de moi, monsieur manager? C'est quoi ta priorité? Et quelles sont les entreprises qui embauchent des Customer Success Managers? Toutes les entreprises en mode SaaS engagent des Customer Success Managers. C'est un boom énorme en France, aux États-Unis, en Europe, absolument partout dans le monde. Aujourd'hui, en France, on est un réseau énorme de Customer Success Managers. Je suis admin sur un Slack qui s'appelle Customer Success francophone. Les personnes peuvent le rejoindre en m'envoyant un message LinkedIn. Je les ajouterai directement. On est 700 aujourd'hui. Ça fait pas longtemps qu'on l'a ouvert. Ça fait quelques années. On est 700. C'est énorme. Aujourd'hui, toutes les boîtes ont besoin de Customer Success Manager. Par contre, le challenge, ça veut dire quoi pour les boîtes Customer Success Manager? T'as besoin de quelqu'un au support en vrai, t'as besoin d'un account manager, t'as besoin de quelqu'un, d'un commercial, d'un support. Donc attention à bien regarder les offres. Ouais, c'est clair. Et alors toi, par contre, donc tu fais partie du top 100. C'est quoi cette histoire? Il y a un classement? Ouais, je suis trop contente. Ouais, en fait, il y a un classement américain donc c'est une boîte, c'est une action marketing, mais qui marche super bien au final. C'est une entreprise qui s'appelle Success Hacker, qui lance des formations de Customer Success Manager. Et chaque année, ils font un top 100 des personnes qui ont le plus contribué à la communauté Customer Success Manager, les influenceurs. Et je suis tellement contente de faire partie de ce top 100 parce que j'ai créé des ressources, parce que j'ai contribué à la communauté, parce que j'ai aidé des gens à mieux comprendre des choses. Et du coup, j'ai eu la chance j'ai la chance cette année de faire partie du top 100 Customer Success Manager. Et je suis la seule française. On peut se le dire ou pas? Félicitations! Écoute, je prends tes félicitations. Je les prends avec plaisir. Ah bah oui. Prends. Bah déjà de base, mais alors en plus d'être la seule française, bah très cool. Non, mais je suis saucée, comme on dit. Elle s'enjaille. Je m'enjaille grandement. Et alors, en gros, cette récompense, le fait que tu fasses partie de ce classement, tu penses que c'est dû aussi au side project que tu as lancé post-confinement ou pendant le premier confinement? Tu peux nous en dire plus? Quelle magnifique transition, Marine. Le talent. Le professionnalisme. Effectivement, c'est grandement dû au side project que j'ai lancé, qui s'appelle Open Book of Customer Success. Qu'est-ce que c'est qu'Open Book of Customer Success? Tu vas prendre ma place. En fait, c'est un Notion, donc c'est une ressource qui est à disposition de tout le monde et qui met à disposition, qui liste, en fait, c'est une liste de tout ce qui est à disposition des Customer Success Managers sur le marché.
Donc, on va parler des outils qui sont à disposition, des outils Customer Success Manager, des outils de vidéo, suivi, etc. Dès qu'un CSM se dit « Ah, j'ai besoin de cet outil, est-ce que ça existe ?» Paf, il peut y aller. Je liste aussi les ressources. Enfin, j'ai créé cette ressource avec une fille top qui s'appelle Diana des Ressources, qui fait aussi partie du top 100 et qui est également influenceuse Customer Success Manager aux États-Unis. Et donc, Open Book of Customer Success recense les outils, les ressources, donc les blogs, les podcasts. On parlera notamment d'un podcast qui s'appelle Le Client. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles. Il est pas mal. Donc les livres à lire, les événements à l'international, etc. En fait, on réinvente pas la roue, mais depuis que je suis Customer Success Manager, j'avais envie de créer ça. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour ça. Ça me bouffait. Je voyais que c'était un besoin. J'avais les informations. Je savais pas comment le mettre en place. Et finalement, le confinement a été une chance dans la mesure où je me suis dit, allez, on y va. Et grâce à Diana des Ressources qui m'a vachement poussé là-dessus, on a co-créé ce truc ensemble. C'est une ressource aujourd'hui qui a plus de 1000 visiteurs par mois, qui sert à un maximum de personnes et qui aide les gens à avancer et à construire leur département Customer Success Manager. Et au-delà du top 100 qui est une récompense géniale et qui est très honorifique, je suis ravie de partager ça avec la communauté, de partager le savoir, que des personnes me contactent en me disant rajoute cet outil, il est top. C'est la plus belle récompense. Ouais, parce qu'en fait, t'as tout regroupé au même endroit, quoi. Plutôt que de passer tes soirées, tes nuits à aller chercher ce dont t'avais besoin à l'instant T. Tout à fait. Et c'est quoi les outils concrètement que vous êtes amené à utiliser en tant que CSM? En tant que Customer Success Manager, on va utiliser énormément d'outils. Évidemment, tout va dépendre du rôle que nous donne notre manager, donc les attentes qu'il a envers nous. Mais ça peut être des outils de support. Quand une boîte se construit, on va d'abord chercher quelqu'un au support et souvent cette personne va devenir Customer Success Manager. Donc, elle va gérer le réactif pour apprendre à anticiper, donc devenir proactive. Il y a des outils de support. Il y a des outils de tracking. Il y a des outils comme Calendly, très simple, qui permet de prendre des rendez-vous en ligne. Il y a des outils de Customer Success Management. Donc, un outil de Customer Success Management, c'est un outil qui va permettre de catégoriser les clients en fonction de leur maturité dans le produit, de leur santé, en prenant en compte les différents critères d'usage et de satisfaction, donc direct et indirect, ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a des outils de vidéo, il y a des outils de traçage, de tracking de NPS, il y a plein de choses. Ok. Et alors, du coup, justement, j'allais te demander comment est-ce qu'on devient CSM, mais alors, tu as donné une partie des éléments en disant, généralement, c'est la première personne qui est recrutée au support d'une entreprise qui ensuite devient CSM. C'est ça? Ouais, tout à fait. En fait, il y a plusieurs manières d'être Customer Success Manager, de devenir Customer Success Manager. Comme on se disait, c'est un nouveau boulot aujourd'hui. C'est un boulot qui n'existait pas il y a des années. Donc, il n'y a pas d'école. Par contre, il y a plein de nouvelles formations qui existent, mais je crois, si je dis pas de bêtises, qu'elles sont pas encore bien reconnues par les entreprises. On peut avoir une certification. J'ai une certification Success Hacker qui m'a permis de structurer mon travail au quotidien en tant que Customer Success Manager. Je bosse en ce moment sur l'obtention de nouvelles certifications, mais les entreprises ne vont pas, en tout cas les entreprises francophones, ne vont pas engager quelqu'un parce qu'il a une certification. Ils vont engager une personne parce que elle est structurée, parce qu'elle est pédagogue, parce qu'elle sait écouter, tout ce qui fait en fait de bonnes relations humaines. Les personnes qui sont Customer Success Manager aujourd'hui étaient avant commerciales, elles étaient avant chefs de projet, elles étaient avant responsables support. En bref, elles étaient customer facing, quoi. Ok. Et alors, comment est-ce que tu penses que ce métier il va évoluer? Je pense que ce métier va énormément évoluer. Je m'explique. Il y a encore, je pense, 1 an, il y avait que le métier de Customer Success Manager qui existait. Aujourd'hui, on parle de plus en plus du métier de Digital Customer Success Manager. On parle également du métier d'Onboarding Manager, c'est-à-dire la personne qui va s'occuper du début de la vie du client, c'est-à-dire s'assurer qu'il comprend à quoi le produit sert, qu'il ait le fameux aha moment et qu'il soit autonome sur la plateforme. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il y a des personnes qui sont en charge du renouvellement, uniquement du renouvellement. Donc finalement, c'est un métier qui est génial, mais en fait, plus tu creuses dedans, plus tu te rends compte que tu ne sais rien
Et donc, c'est un métier qui va être amené à énormément se diversifier pour que l'entreprise soit en mesure de répondre de manière parfaite à chaque client, à chaque instant de sa vie. Et alors, est-ce que tu aurais un exemple d'entreprise qui a recours à tous ces CSM avec toutes les variantes possibles et inimaginables? Je sais, alors en France, je pense pas qu'il y en ait des masses. Je pense à Pledzi, Ouais. qui a, Je sais pas ce que c'est. Pledzi, c'est une boîte c'est un SaaS de marketing, Ok. qui propose un outil marketing. Alors, je pense que Gabrielle, qui est la Head of Customer Success, va me tuer en entendant ça parce que je sais que c'est bien plus qu'un outil marketing. Mais en tout cas, je sais qu'ils ont un onboarding manager. Spendesk, qui est, je sais pas si Spendesk est connu, du coup. Pas vraiment, Okay. je pense pas. Enfin, moi, je connais pas, perso. Ok. Spendesk, alors, si je te dis pas de bêtises sur le projet, c'est un outil qui est censé aider les dépenses d'entreprise. Donc, on a une carte de crédit et en fait, au lieu de faire des notes de frais, on a un budget. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Ouais, je vois gestion des dépenses, gestion facile des dépenses pro, machin. Et pour le coup, eux, ils ont un onboarding manager, si je te dis pas de bêtises, et en plus de ça, ils ont une segmentation high touch, low touch. Talentsoft aussi, aujourd'hui, on est en mesure de proposer un accompagnement d'experts pour chaque étape de la vie du client. Donc voilà, il y a beaucoup de boîtes qui le mettent en place. Maintenant, des boîtes qui n'ont que des Customer Success Managers sans spécificité, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est pourquoi pas une opportunité de proposer et d'évoluer dans ces rôles spécifiques. Après, c'est très puriste. Hein. Je dors CSM, je lis CSM, je rêve CSM. Oui, je n'ai pas de vie. Donc, pour moi, c'est ma vision. Maintenant, je pense qu'une entreprise va avoir une vision bien plus macro et simpliste. Et alors, pour une entreprise qui voudrait recruter son premier CSM, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse de prime abord? En tant qu'entreprise, quels sont les prérequis avant d'engager un CSM? Ouais. Il faut que on sache ce qu'on va lui demander, où sont les trous, est-ce qu'on a de la data sur laquelle on peut se reposer, comment on veut que chaque département interréagisse avec le Customer Success Manager, qu'on définisse qui et à quel moment parle au client, et puis surtout qu'on lui laisse de la place. Aujourd'hui, les premiers CSM qui sont, enfin les gens qui arrivent en tant que premier CSM dans une boîte, ils ont énormément de problématiques à se faire une place. Parce que mais ça, ils doivent galérer. Les gens connaissent pas leur rôle. Les sales pensent qu'ils veulent leur piquer leur place. Le support, dès qu'ils n'arrivent pas à y répondre, ils retournent vers le Customer Success Manager qui est absolument pas un support niveau 2. Le produit, lorsqu'ils veulent pas parler au client, ils renvoient vers le Customer Success Manager. Donc, il y a une vraie évangélisation à faire. Il y a un besoin de faire une présentation, d'évangéliser, de faire sa place, quoi. Effectivement, ouais. Ouais, bah oui, parce que c'est un vrai engagement de la part de l'entreprise et c'est un tournant, quoi, en termes d'organisation. Et tu viens de dire un truc, et je l'ai entendu il y a pas longtemps, je ne savais pas. Je sais pas dit de bêtises. Non, pense pas. Les niveaux 2, niveau 1, tu peux expliquer ce que c'est? Ouais, bien sûr. Le niveau 1, niveau 2, c'est quand une personne va au support. En fait, tu sais que les personnes qui sont engagées au support vont être plus ou moins spécialisées dans l'outil. Donc, je n'arrive pas à me connecter, je n'arrive pas à inviter une personne à mon équipe, c'est un support niveau 1. C'est une réponse simple. L'agent qui va répondre à ton besoin a un template à sa disposition et la réponse est claire. Supposons maintenant qu'ils te disent j'arrive pas à inviter quelqu'un j'arrive pas à inviter quelqu'un sur mon outil, je sais comment faire, mais j'arrive pas, il y a un bug. Ça peut être mis au niveau 2. C'est pas un problème d'éducation, c'est pas une aide réactive, ça va nécessiter une investigation de la part de l'équipe. Ou alors, la plupart du temps, le support niveau 1 est formé à ce genre de choses, mais s'ils n'arrivent pas à trouver la réponse ou le workaround, donc la manière d'atteindre le besoin d'une autre manière à la question du client, on va le pousser vers une personne dont le boulot est vraiment d'investiguer. Et c'est ce qu'on appelle le niveau 2.
Très clair. Et il y a des niveaux 3, niveau 4, niveau 5, on va Alors jusqu'où? faut pas pousser, je pense. Je crois pas. Moi, je ne connais que niveau 1, niveau 2, et ensuite il y a le manager. Mais Ok. Ok, très clair. Eh ben, merci parce que tu vois, je l'ai appris hier, je crois. eh ben, je te promets que je ne t'espionne pas, mais écoute, je suis là. Si besoin, n'hésite pas, avec plaisir. Et d'ailleurs, dis-moi, c'est quoi tes prochains projets? Tu m'espionnes, je pense aussi, parce que j'en ai parlé ce matin. En fait, j'ai commencé à bosser dessus ce matin. Euh, Comme je te l'ai dit, je commence à bosser depuis un an sur le Customer Success Management Low Touch, donc le relationnel one-to-many. Et là, mon objectif, c'est de mettre en place une interface à disposition ou quelque chose, je ne sais pas encore le format, je suis en train de bosser dessus, quelque chose pour évangéliser ça au plus grand nombre. Comment on fait quand on veut mettre en place une communication proactive, donc du Customer Success Management Low Touch. Je suis en train de bosser là-dessus. Ça, c'est mes nouveaux projets. T'es freelance en parallèle, c'est Ouais, ça? tout à fait. Je suis freelance, donc je suis coach, je suis formatrice, euh, et effectivement, j'aide des entreprises à mettre en place leur département de Customer Success Management à côté de mon job. Ok, top. Et tu penses qu'à un moment, cette partie-là, freelance, deviendra full-time? Je pense pas, parce que j'ai besoin d'une structure, ça me rassure. Le fait d'avoir un salaire qui tombe à la fin du mois, ça me rassure. Et puis, je t'avoue que je t'aurais peut-être pas dit ça dans mes anciennes boîtes, quoique, mais et peut-être que je te dirai pas le plus ça dans 2 mois, mais j'adore ma boîte aujourd'hui. Il y a une collaboration et une manière d'aider les autres à grandir que tu ne peux pas avoir en tant que freelance parce que tu es tout seul dans ton coin. Et quand tu doutes tout seul. Oui, ça c'est certain. Je pense que tu as la même expérience, non? Oui, oui, que ce soit, peu importe le statut, quoi. Quand t'es, chef d'entreprise, porteur de projet, Ouais, et ben, ouais, la solitude, c'est quand même un vrai sujet. Bon, après, il y a les chats, sinon, pour parler. Ah ouais, mais attends, quand t'as tes angoisses tout seul, même en tant que dirigeant, tu peux pas aller voir ton employeur en disant, franchement, je stresse, j'ai peur que ça marche pas. Tu peux pas dire ça. Non, non, ça c'est certain. Tu te le dis dans ta tête, dans ton Ouais. lit, sur ton canapé, et tu tournes en boucle généralement. Tu pleures, tu regardes Bridget Jones et tu te tais. Eh ben, écoute, Elisabeth, top. Merci beaucoup. Je pense qu'on a tout dit, enfin, qu'on a tout dit. Non, on n'a pas tout dit sur la partie CSM parce que franchement, ça a l'air hyper vaste. Mais après cette conversation, je me sens quand même beaucoup plus au fait de ce que c'est, de quoi il en retourne. Donc, j'espère que ce sera le cas pour les auditeurs et les auditrices aussi. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc, merci de nous avoir tout expliqué parce que je suis convaincue que comme moi, il y a plein de gens qui ne savaient pas ce que c'était. Donc c'est génial d'avoir pu en discuter avec toi. Est-ce que je peux me permettre de renvoyer les personnes vers les différentes ressources que j'ai créées? Bien sûr, bien sûr. Top. Alors, la première ressource que vous pouvez aller consulter, c'est portail-csm.fr, qui est un blog d'évangélisation francophone du Customer Success Management. Si vous voulez aller un peu plus loin, il y a ma chaîne YouTube où j'interviewe des anglophones la plupart du temps, donc le contenu est en anglais, qui s'appelle Planet Customer Success. Et enfin, mon dernier projet en date, Open Book of Customer Success, qui est une plateforme en ligne, vous n'avez absolument pas besoin de vous inscrire ou de vous abonner. C'est un site style landing page. Ouais, oui, j'y suis allée, c'est hyper simple, hyper clair et il y a déjà énormément de choses. Hein. Franchement, il y a du taf quand même derrière. En tous les cas, merci beaucoup Marine. Discuter avec toi m'a permis de mettre en perspective plein de choses, des choses que j'avais dans ma tête, mais le fait de les dire, ça me permet de me les confronter. Pour moi, ça a été hyper intéressant. Tes questions ont été très pertinentes et j'ai adoré faire ta connaissance. Donc merci beaucoup vraiment. Oh, c'est moi qui vais m'enjailler maintenant. Eh bien, fais donc. Et alors, on va juste finir par 3 questions, si tu veux bien. Quelle est ta meilleure expérience client? Ah, je t'ai scié, là. Ouais, non. En vrai, toutes les expériences sont hyper intéressantes parce qu'un client, on va se dire les choses, un client insupportable à un moment donné, il m'a permis d'apprendre énormément
en termes de process ou en termes de collaboration interne à un instant donné. Toutes les expériences clients, c'est une question qui ne sert à rien. Hein. C'est comme ton plus gros défaut perfectionniste, je sais. Donc, est-ce que tu es en train de dire que mes questions ne servent à rien? Non, ma réponse ne sert à rien. Ah, pardon, j'ai pas entendu. Non, mais en vrai, toutes les expériences sont intéressantes dans la mesure où elles me permettent de construire mon process et de me poser d'autres questions à chaque fois. Et c'est dingue parce qu'en fait, par rapport aux gens qu'on a eu sur les épisodes avant, toi, tu prends l'expérience client dans l'autre sens. En fait, c'est eux, ils vont me dire, c'est quand je suis allée chez Pierre Hermé et qu'ils m'ont trouvé le gâteau qui était en rupture de stock, etc. Toi, tu prends la meilleure expérience que tu as vécue avec un de tes clients. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Et alors, du coup, j'ai jamais dit que c'était normal. Hein, Nous sommes en train de nous en apercevoir, effectivement. Et quelle est ta pire, Elisabeth? Ta pire expérience client? Ma pire expérience client, c'est un client qui a cru en fait que j'étais sa meilleure amie. Du coup, en fait, quand je suis donc il se plaignait tout le temps des bugs, donc ce qui était tout à fait normal. Le problème, c'est qu'à un moment, j'ai voulu prendre l'extra step et donc je l'ai appelé avec mon téléphone perso parce que j'étais pas au bureau et je savais qu'il serait frustré, qu'il serait pas content avec la solution, bref. Et du coup, il m'a appelé tout le temps. Il m'appelait tout le temps et j'ai dû bloquer son numéro, j'ai dû passer par mon manager. Et quand j'ai quitté la boîte, il a continué à m'appeler pour se plaindre des problèmes du produit et c'était vraiment la pire. Ouais, c'était vraiment compliqué. J'imagine. D'accord. Et dernière question, qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast? J'adorerais entendre ma manager, Selena Papi, qui a monté le département Customer Experience chez Talentsoft, parce que chacune des interactions que j'ai avec elle me fait grandir. Elle me fait me poser les bonnes questions. Et je pense vraiment que elle pourrait apporter énormément de choses. Aujourd'hui, moi, ma passion, c'est la Customer Experience parce que je baigne dedans toute la journée, le CSM digital. Et grâce à elle, j'arrive à bien structurer mes idées et je suis sûre qu'elle pourrait apporter énormément à ce podcast. Enfin, en tout cas, elle pourrait apporter énormément. Top, merci beaucoup. Ça a l'air d'être une très bonne manager, du coup. No pressure. Super, merci beaucoup Elisabeth, j'ai passé un super moment avec toi. Moi aussi, vraiment merci. Et voilà, encore merci à Elisabeth pour ce super moment. On a bien plaisanté et j'ai appris plein de choses et c'est ce qui m'importe le plus avec ce podcast. Pour en savoir plus sur le Customer Success Management et qui sait peut-être vous aider à structurer votre département CSM, n'hésitez pas à aller consulter les ressources digitales que propose Elisabeth, à savoir le site internet Portail CSM, il y a une chaîne YouTube aussi, et Open Book of Customer Success. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, on vous met les liens dans le descriptif du podcast. Vous pouvez évidemment aussi la retrouver sur LinkedIn, n'hésitez pas. Si vous êtes là, après plus d'une heure passée sur le Customer Success Management, c'est que je l'espère, cet épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes favorites, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager le podcast autour de vous. Vraiment, ça nous aide beaucoup. Voilà, et pour finir, je voulais vous dire qu'on va faire une petite pause pour les fêtes. Donc, on revient le 4 janvier 2021. Très belle fête à toutes et à tous. À bientôt.